Frédéric Brunel, qui est PDG de Prism, de Druid, pardon. Druid. Excusez-moi. Druid Informatique. Voilà. Éditeur de Antidote sur Mac, sorti tout récemment en version 9, et d'Antidote mobile et Antidote hardware sur iOS. Voilà. Pas encore de version Android pour l'instant sur la mobilité? Pas de version Android. Pour quelle raison? Principalement rentabilité. D'accord, il est plus difficile d'arriver à être rentable sur Android que sur iOS? Beaucoup plus. Et pour quel... Beaucoup de piratage, peu d'achat. D'accord. Donc c'est une problématique que vous ne retrouvez pas sur iOS? Moins de piratage, plus d'achats? Beaucoup moins de piratage, plus d'achat et plus de gens aussi en général. D'accord. Plus de gens? Qui ont de l'intérêt, en tout cas. D'accord. Qui ont manifesté de l'intérêt. Très bien. Et donc vous venez de sortir tout récemment Antidote 9 sur Mac, qui est une grosse mise à jour qui apporte beaucoup de nouveautés au niveau du contenu, mais qui apporte surtout une version totalement anglophone disponible au même titre que la version française. Voilà. Donc qui apporte les mêmes services que la version française, exactement les mêmes? Exactement les mêmes. Correcteur, dictionnaire et guide. Et les mêmes dictionnaires. Co-occurrence, citation, champ lexical, etc. Tout ce qu'on a en français, on l'a reproduit en anglais. D'accord, et quand votre corpus en français a évolué tout au long des versions, comment est-ce que vous avez fait pour arriver à le mettre à niveau en une seule version en anglais? Alors, on a pris notre temps. Ça fait plus de 5 ans qu'on travaille sur la version anglaise. Donc, on a eu le temps de rattraper tout ce qui avait été fait depuis 20 ans maintenant en français. Et on s'est même synchronisé. On a même été un petit peu plus loin du côté du correcteur, étant donné que l'anglais est plus difficile à analyser. On a utilisé des technologies plus récentes que ce qu'on avait pour le français. Donc, éventuellement, ça va retourner sur le français. Mais pour l'instant, l'anglais est un petit peu plus avancé. D'accord. Est-ce qu'il existe dans la langue anglaise, justement, un environnement concurrentiel par rapport au logiciel de correction? On le connaît forcément assez mal en français, mais... Nous, on a cherché, on a plein de clients qui nous l'ont demandé depuis des années et qui nous disaient « j'ai essayé tel machin, ça n'arrive pas à l'acheter d'Antidote, de ce qu'Antidote fait pour le français, est-ce que vous pouvez en faire un ?» Donc, ma compréhension du marché, c'est qu'il n'y a pas du tout le même genre de package complet là, de correcteur, dictionnaire et guide intégré dans les logiciels de correction, de traitement de texte et de courriel, comme on a fait avec Antidote en français. Alors, on l'a fait pour l'anglais. Et déjà, les gens manifestent énormément d'intérêt pour la version anglaise. Tant mieux. Tant mieux pour vous. Et une particularité importante, c'est que comme on a déjà 900 000 clients francophones d'Antidote, on ne pouvait pas faire une version anglaise et ignorer ça. Donc, on a fait exprès que la version anglaise soit particulièrement adaptée aux utilisateurs francophones. Donc, en particulier, on reconnaît les structures grammaticales erronées que les Français peuvent utiliser par faux nos cliniques, voilà, mauvais locuteurs anglais. Voilà, et qui le font sans le savoir. Alors, le correcteur reconnaît ces choses-là, il va les corriger. Et du côté, passage d'une langue à l'autre, une cohabitation des deux langues dans le logiciel. Ce ne sont pas deux logiciels séparés, c'est un seul logiciel avec deux modules, le module français et le module anglais. Deux corpus, en fait. Voilà, et qui cohabitent. Donc, les dictionnaires sont dans la même interface. Et il y a simplement une petite bascule pour passer d'une langue à l'autre. Et en général, Antidote est capable de le faire tout seul. Donc, si on demande la définition d'un mot clairement français, on va vous donner le dictionnaire français. Si vous demandez la définition d'un mot anglais, on va vous donner le dictionnaire anglais. Donc, l'utilisateur n'a pas à réfléchir et à passer d'une application à l'autre. Tout ça est intégré et ça se fait tout seul. D'accord. Et alors justement, c'est un logiciel que vous commercialisez directement sur votre site web ou grâce à un importateur en France, Microsoft, chez qui on se trouve actuellement, mais vous n'êtes pas sur l'App Store par contre. Pas pour la version Mac, non, étant donné qu'Antidote s'intègre dans plein de logiciels, donc il doit, quand on installe, aller placer des connecteurs un peu partout, dans Safari, dans Mail, dans Word, etc. Et ça contrevient aux règles qu'Apple a dictées qui sont très, très strictes pour qu'un logiciel soit accepté dans l'App Store. C'est le sandboxing en l'occurrence. Voilà, en particulier. Mais il y a même une règle qui est au-delà du sandboxing qui dit qu'on ne peut pas faire ça. Donc, on n'a pas pu aller sur l'App Store. Donc, on continue d'être vendu séparément, soit sur le web, soit dans les bons vieux magasins de mortier, comme ils disent en anglais. Et Microsoft nous aide beaucoup en France pour ça. D'accord. Mais alors, le fait de ne pas être dans l'App Store commence à poser des problèmes pour les utilisateurs les moins avertis, puisqu'il y a un réglage sur OS X qui limite l'accès aux logiciels qui ne sont pas ceux de l'App Store. Il faut que le client aille lui-même, l'utilisateur aille lui-même déterminer qu'il veut pouvoir utiliser les logiciels de développeurs tiers, comme ils appellent ça, voire de développeurs non connus d'Apple. J'imagine que vous n'êtes pas un développeur non connu d'Apple, mais est-ce que ça ne limite pas
votre champ d'application, ça? Est-ce que vous n'avez pas la crainte que des gens achètent votre logiciel et puis se trouvent dans la possibilité de l'installer parce que leur réglage de sécurité ne correspond pas à ce qui serait exigé? Pas encore, on n'a pas du tout on ne sent aucun impact de cette chose-là. D'accord. Donc, je ne dis pas que ça ne pourrait pas arriver dans l'avenir à mesure que les gens vont s'habituer à installer de cette façon-là, mais pour l'instant, ça ne nous pose aucun problème. D'accord. Et alors, le fait de cohabiter enfin, d'avoir un environnement de distribution qui reste fondé sur, malgré tout, la boîte, pas mal, enfin, le logiciel dans une boîte, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui vous handicape? Pas à notre connaissance, nos ventes continuent de progresser. Il faut savoir que dans la boîte d'Antidote 9, pour la première fois, il n'y a plus de DVD. C'est un code de téléchargement, donc les gens peuvent télécharger qu'ils aient un MacBook Air, par exemple, sans DVD et tout. Ça, c'est nouveau dans ce sens-là. Et en plus, ça nous donne la possibilité que les gens peuvent choisir le français ou l'anglais au moment de l'installation. Donc, dans la boîte, il y a un code. Et une fois qu'on arrive sur notre site, on peut choisir, moi, je veux Antidote anglais ou moi, je veux Antidote français. Donc, on a une certaine flexibilité comme ça, qui n'est pas la même chose, bien sûr, que le téléchargement seul, mais ça commence à être proche quand même. Ouais. Et ça nous donne l'avantage de tout le réseau de distribution qui fait connaître le produit. Et quand même une fonction importante de faire connaître le produit. Alors, on se sert de la force de ça pour faire la distribution classique, tout en profitant des avantages du web quand même. Aujourd'hui, vous estimez votre nombre de clients ou d'utilisateurs à quel volume, grosso modo? C'est 900 000 au moment du lancement d'Antidote 9. On est à 900 000 utilisateurs d'Antidote Bureau. Toutes versions confondues? Toutes versions confondues, oui, mais le taux de mise à niveau est assez élevé, étant donné les dépendances là, sur les numéros, les versions de système, les versions d'application. On a plus que 80% des gens qui sont dans les 2 dernières éditions. Donc, ce sont des gens assez récents pour la plupart. D'accord. Et vous avez observé dans votre clientèle des professions plus particulièrement représentées? Enfin, est-ce que vous connaissez vos clients et vous avez une petite lecture de leur... Notre compréhension du marché, c'est que c'est très, très horizontal. Donc, il y a des gens dans les institutions, les écoles, les universités, les gouvernements, on a plein de ministères, toutes sortes de choses du genre. Il y a beaucoup les professions langagères, les traducteurs, les écrivains, on a beaucoup de ça aussi. Les étudiants eux-mêmes, qui ont besoin du logiciel. Et les particuliers qui achètent pour leur usage personnel. Donc, et on a des entreprises qui achètent des licences de plusieurs postes. Donc, c'est très horizontal. Je ne pourrais pas caractériser un utilisateur type, bien sûr. Nous, ce qu'on aime dire, et ce qui est même de plus en plus le cas au Québec, c'est que quand il y a une licence d'office quelque part, il devrait y avoir une licence d'Antidote aussi. C'est chez les francophones, en tout cas jusqu'à maintenant, et bientôt peut-être chez les anglophones, on espère. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Et alors, donc, cette version 9 toute récente, qui apporte donc une version anglaise, qu'est-ce qu'elle apporte pour la version française? Quelles sont les principales nouveautés, c'est que vous avez envie de mettre en avant? Alors ça, c'était un souci qu'on avait. On ne voulait surtout pas que la création de la version anglaise handicape la version française. Alors, il y a une équipe qui a continué de développer la version française et on a 90 nouveautés seulement pour le français. Que ce soit dans le correcteur, dans les dictionnaires, dans les guides, il y a des nouveautés partout. Tous les dictionnaires sont mis à jour. Il y a un nouveau, je l'appelle des parents étymologiques qu'on va regarder tout à l'heure. Il y a des nouveaux mots, on a 1500 nouveaux mots, il y a 39 000 nouvelles co-occurrences, etc. Tout a été mis à jour. Et dans le correcteur, on a un nouveau volet de correction du style qui est là pour la première fois. Et on en parlera. On en parlera, j'espère. Et on a de nouvelles informations, par exemple, dans les dictionnaires, on a ajouté à la demande de clients, particulièrement anglophones, qui utilisent Antidote en français, qui nous disaient comment ça fonctionne, les liaisons entre les mots, là, comme dans le grand tome. Pour eux, c'est pas évident. Nous, on le fait depuis l'enfance, mais alors on a ajouté ça pour tous les mots qui sont concernés. On a la liaison qui est illustrée graphiquement. On a plein de nouveaux dictionnaires de difficultés, si on veut, où on a une liste sur 30 000 mots, des choses comme l'accord du participe passé pronominal, les homonymes, les homophones, ces choses-là sont identifiées textuellement directement dans le dictionnaire de définition, en fait. Donc, vous allez devenir le nouveau Blade. J'aimerais bien. D'accord. Et alors justement, cet onglet stylistique qui vient lire le texte qu'on lui soumet et qui vient à la fois estimer le niveau de vocabulaire, les mots forts, les mots faibles, enfin il y a beaucoup d'éléments qui sont détaillés. On peut parfois s'interroger sur la norme
qui est mise en œuvre pour juger du texte des différents auteurs. Par exemple, Antidote, je l'ai noté, remarque les phrases trop longues. Tout à fait. Ce qui sans doute s'explique aujourd'hui avec le niveau de pratique du français et pour moi, journaliste, c'est assez évident de faire des phrases courtes. Ceci étant dit, que ferait M. Proust aujourd'hui avec Antidote? M. Proust utilisait probablement le réglage qui permet de déterminer le seuil de phrases longues et le mettrait probablement plus haut que la plupart des gens, plus haut je devrais dire, qui est par défaut à 45 mots et probablement qu'il le montrait autour de 150 dans ce coin-là. Mais ce n'est pas tous les gens qui sont capables de faire du Proust, n'est-ce pas? Non. La plupart des gens, même moi, si j'essayais de faire des phrases longues, trop longues, ça serait probablement pénible. Donc, c'est généralement une bonne idée d'essayer de s'exprimer de façon plus raccourcie, plus précise. D'accord, et l'objectif de ce module, c'est donc d'aider à enrichir les textes, à améliorer le champ lexical des différents mots qui peuvent être utilisés, trop de récurrence, etc. Les répétitions, qui est le plus populaire de tous ces filtres-là. Éviter les répétitions qu'on fait sans encore une édition voulue, quand on insiste sur un thème. Mais souvent, c'est des choses qu'on fait sans y penser. Et quand le correcteur nous les montre, on dit « Ah, c'est vrai, il faut que j'utilise un pronom pour le remplacer ou que je le formule autrement. » Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas quand c'est nous qui l'avons écrit. Et quand le correcteur passe, c'est clairement surligné bleu, je pense. Et donc, on le voit très bien. D'accord. Et donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, une autre nouveauté qui est assez intéressante, c'est le développement du contexte historique des mots. Donc, on peut, pour chacun des mots, trouver un peu leur parenté, leur genèse. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mettre en avant ce nouveau module qui t'incite vraiment à aller se promener dans les profondeurs de la langue? C'est une richesse excessivement plaisante, hein, il y a beaucoup de surprises souvent. Et qu'est-ce qui vous a amené à ce développement-là? Est-ce que c'est une demande de vos utilisateurs? Oui, il y a des gens qui aimaient bien, qui voulaient avoir l'étymologie des mots, qui comprenaient assez bien. Alors, comme d'habitude, quand on fait quelque chose, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire d'original, de nouveau, avec la puissance de l'informatique et tout. Alors, on a fait l'étymologie classique, mais en même temps, on a fait ce qu'on appelle l'évolution graphique des mots à travers le temps. On a utilisé des sources historiques pour retracer les façons dont les mots se sont écrits au cours des siècles en français. Alors, on illustre ça graphiquement. Ça montre aussi que, puisqu'il y a eu une évolution dans le passé, il peut peut-être y avoir une évolution dans le futur. C'est peut-être une bonne idée, les choses qui sont encore complexes, on peut peut-être simplifier. Les défenseurs de la nouvelle orthographe, ne me dites pas ça, Eric. Ça serait l'anathème. Non, effectivement, il y a des choses très bonnes là-dedans. Il y a une tendance à vouloir fixer la langue et il y a encore plein de choses qu'on peut améliorer. Pas juste pour les étrangers qui voudraient l'apprendre, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Alors oui, il y a des choses avec lesquelles on est d'accord. Mais on n'oblige rien. Tout est en réglage. Vous faites ce que vous voulez. La dernière chose qu'on a faite, c'est qu'on avait l'étymologie des mots donc de façon classique sur chaque mot, de quel mot ça provient, généralement du latin, mais parfois d'autres langues. Et on s'est dit, souvent, il y a des mots qui viennent tous de la même racine. Et c'est pas évident, mais il faut les trouver un par un. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on affiche toute la famille étymologique de chaque mot, de sorte qu'on peut voir, par exemple, que courroux et corrompre viennent de la même racine, que tueur et tuteur aussi, qui sont pourtant antithétiques, viennent exactement de la même racine. Donc, dans la nuit des temps, ils se sont transformés pour donner deux mots opposés. Alors, il y a des choses comme ça qui ne sont pas évidentes a priori quand on regarde la famille étymologique, ça le devient. Donc, c'est une façon de découvrir la matière langue autrement. D'accord. Alors Antidote 9, c'est un logiciel, comme vous l'avez dit, qui s'intègre dans d'autres logiciels, qui peut aussi fonctionner avec du texte brut qu'on va lui soumettre, mais vous avez combien de modules d'intégration? Dans quel logiciel est-ce que vous intégrez Antidote? C'est-à-dire où est-ce que je trouverai Antidote si je l'installe sur mon ordinateur? Bonne question. Il y a plusieurs connecteurs pour chaque application. Le nombre exact que vous me demandez, malheureusement, j'en ai perdu la trace depuis des années. Ça évolue trop. Je pourrais vous dire que les principaux, c'est Safari, Mail, Word, Excel, PowerPoint, et jusqu'à très récemment, leurs équivalents à Apple, c'est-à-dire Pages, Keynote Numbers, qui malheureusement ne fonctionnent plus depuis 10.11 avec SIP. Si on désactive SIP, ça fonctionne, mais sinon ça ne fonctionne pas. On va expliquer peut-être aux lecteurs ce que c'est que le SIP. Oui, System Integrity Protection, un truc qui empêche la corruption du système des logiciels d'application.
Alors, on a décidé d'inclure tous ces logiciels dans ce périmètre-là, y compris quelque chose d'aussi simple que TextEdit. Personnellement, je trouve que c'est une étrange décision. Ils auraient pu attendre un peu d'avoir développé un peu mieux leur API. Il n'y a pas d'API dans Pages. Heureusement, il y en a un dans Mail Safari, ce qui nous a permis de continuer de vous intégrer, mais pas dans Pages. Alors, on négocie avec Apple en espérant qu'ils vont faire un API qui a du bon sens un jour. Alors ça, vous n'avez pas aimé répondre à cette question, parce que c'est facile de négocier avec Apple. Pas du tout. Merci de votre franchise. Pas du tout. On est tout petit. On est tout petit. Alors, mais on espère qu'un jour, surtout si nos clients nous aident à faire pression sur cette chaîne, on va obtenir quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça à faire. Dans le fond, ils l'ont fait, mais les Safari pourraient le faire pour Pages aussi. Alors, il suffit qu'il y ait suffisamment de demandes. Très bien. Aujourd'hui, Druid Informatique, ça représente quelle volumétrie? Vous êtes combien d'employés? Combien de personnes travaillent sur le programme Antidote? Druid compte à peu près 60 personnes, dont 35 travaillent sur le logiciel. Et je le disais tout à l'heure, on a 900 000 utilisateurs. C'est beaucoup de travail et c'est une équipe multi-ethnique maintenant. Avec l'anglais, on a des gens des États-Unis, du Canada, bien sûr, du Canada anglais, et de Grande-Bretagne. Et pour le français, bien sûr, on a des Français, on a des Québécois, et on a eu un Belge récemment. Pas de Suisse? Pas de Suisse encore. Pas de Suisse encore. Très bien. Et justement, vous développez des versions spécifiques pour chacune des variantes de langue. Je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais les Suisses, les Belges, les Québécois et les Français parlent la même langue, mais avec beaucoup de particularités. Donc c'est un choix qu'on invite l'utilisateur à documenter lorsqu'il installe le logiciel. On lui demande d'où est-ce qu'il vient, quel est plutôt le français ou l'anglais qu'il pratique. Et comment vous faites pour suivre toutes les différences très fines qui peuvent exister entre ces différentes variantes de langue? Essentiellement à travers les linguistes dont je parlais tout à l'heure, qui ont la connaissance de leurs particularités respectives. Les réglages en tiennent compte dans le correcteur, mais aussi dans les dictionnaires, essentiellement les dictionnaires. Et c'est avec ça qu'on parvient à faire la différence. Ce qui est bien, c'est que l'essentiel est pareil. Le cœur de la langue française est le même. Malgré mon accent, on parle quand même la même langue. Et c'est la même chose en anglais. C'est des variations relativement mineures. Donc, c'est pas trop difficile à faire informatiquement, en tout cas. Ça se passe bien. D'accord. Et alors justement, pour rester sur l'informatique et sur l'algorithme plus particulièrement, est-ce que, de la position dans laquelle vous vous trouvez, vous avez vu beaucoup d'évolutions sur la capacité des correcteurs? C'est-à-dire, est-ce qu'on entrevoit un jour la possibilité de pouvoir réellement confier les clés d'un texte à un correcteur en disant, voilà, corrige-moi mon texte, et être garanti derrière qu'il n'y aura pas de mauvaise compréhension, de correction erronée, parce qu'il y en a toujours un petit peu quand même. Enfin, est-ce que ça a évolué? Qu'est-ce qui peut encore bloquer une forme de perfection de résultat? Et quand est-ce qu'on aura enfin un logiciel auquel on pourra déléguer notre orthographe? Sur cette dernière question, je dirais pas demain la veille, mais il a beaucoup évolué depuis qu'on a commencé. Nous, on a sorti Antidote en 1996, et à l'époque, il y avait très peu de caractères grammaticaux dignes de ce nom, et en français et en anglais. Et même à l'époque, quand nous on a sorti, on était monophrase, une phrase à la fois. Donc c'était un peu pénible. De nos jours, il y a plusieurs caractères et on fonctionne tous par texte entier. À la fois, c'est beaucoup plus agréable. Il y a une autre dimension qui s'est imposée au fil des ans avec l'augmentation de la capacité de mémoire des ordinateurs en particulier et de la vitesse de traitement aussi. C'est le traitement statistique où, au lieu de faire les choses symboliquement règle par règle, comme on les a fait à l'époque, on a maintenant des traitements sur des énormes corpus qui utilisent des modèles de langue, des analyseurs statistiques, etc. Et ça permet de faire des choses autrement. Et c'est justement le genre de technologie qu'on a utilisé pour l'algorithme anglais. Donc, on a utilisé la base de ce qu'on a construit en français, mais on a quand même utilisé une nouvelle technologie statistique pour le français. Pour l'anglais. C'est-à-dire que concrètement, quel est l'apport de la statistique là autour? Plusieurs choses. D'abord, on peut construire des modèles de langue rapidement qui permettent de tester des hypothèses, par exemple, sur si je change tel mot par tel autre, est-ce que ça a du sens dans la langue? Alors ça se fait assez bien. Et au lieu d'apprendre les choses une par une par les mains d'un linguiste, on apprend sur une masse de textes énormes, par exemple, qui existe déjà et qui permet de dégager les grandes lignes de langue de façon très rapide. Alors, c'est ce qui nous a permis de faire l'anglais en 5 ans de 19 en français. 5 ans de développement pour la version anglaise. 5 ans de développement, tout à fait. 40 années personne. Il faut avoir les reins solides pour pouvoir miser tout à fait. 5 ans sur le développement d'un logiciel. Tout à fait.
heureusement, quand il est français, a du succès. C'est lui qui a permis la naissance dans cette langue. Pour une fois, vous voyez, les Français qui viennent les Anglais, c'est pas si souvent. Tout à fait. Ça mérite d'être signalé. Très bien. Et donc Antidote est également décliné sur la seconde plateforme Apple, la plateforme iOS, avec 2 logiciels. Un logiciel pour iPhone, Antidote Mobile, et un logiciel pour iPad, Antidote Ardoise. Tout à fait. Qui sont donc, à la différence d'Antidote Mac, qui ne sont pas des correcteurs, mais qui sont des guides et des dictionnaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir donner un texte à corriger à Antidote Mobile ou Ardoise. On va pouvoir uniquement s'en servir comme de référence, c'est ça? Exactement. D'accord. Et pour quelle raison? Essentiellement parce qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher le texte dans une application tierce, comme on fait sur Mac. Les applications sont séparées par des bulles, et donc on ne peut pas parler. Ça impose aux gens de composer leur texte directement dans Antidote et de l'exporter d'une façon ou d'une autre s'ils veulent l'envoyer par le courriel, iOS ou autre. Ce qui n'est pas évident. Les gens, surtout avec les doigts, c'est long de faire des copier-coller, des choses comme ça. Alors les gens seraient déçus si on faisait ça par rapport à l'expérience qu'ils ont sur le Mac. Donc, pour cette raison-là, principalement. Au départ, il y avait une question de puissance aussi. Quand les appareils sont sortis en 2008, dans le cas de l'iPhone, parce que la version avec App Store, qui est en 2008, et l'iPad en 2010, c'était peu puissant par rapport à ce qu'on avait sur le bureau. C'est moins vrai aujourd'hui. La partie puissance a été largement comblée. D'accord. Et l'une des nouveautés d'iOS 9 était la possibilité d'avoir des extensions d'applications, c'est-à-dire que je suis en train de... iOS 8. iOS 8, toujours dans iOS 9, mais effectivement introduite par iOS 8, merci. Je peux être dans un logiciel d'image, traiter une image de ma bibliothèque et la renvoyer dans son container d'origine en quelque sorte. Enfin, je peux faire dialoguer différents logiciels autour d'un même projet, que ce soit un projet image, vidéo et texte. Pour quelle raison est-ce qu'on n'utilisait pas ça sur Antidote? La façon dont les extensions fonctionnent est trop limitative pour nous. On n'est pas capable de faire le traitement détaillé qu'on fait avec le correcteur en particulier, où on a les soulignés, les infobulles, les remplacements complexes, mot par mot. Tout doit se faire de façon synchrone. Et c'est pas une bonne façon pour nous. L'interface, les capacités d'interface permises par les extensions sont trop restreintes. Donc on espère qu'Apple va aller plus loin éventuellement et nous donner plus. C'est déjà bien. On pourrait par exemple faire des définitions des applications, mais pas la correction. Donc là pour l'instant pas d'espoir de changement à brève échéance en tout cas sur ce sujet. Malheureusement non. J'espère que la venue de l'iPad Pro va inciter les gens à le demander et à nous aider à faire pression auprès d'Apple pour qu'on obtienne des portes un peu plus larges. D'accord, très bien. Le logiciel Antidote sur Mac est vendu, je ne me souviens plus du prix. 119 € TTC. 119 € TTC, d'accord. Donc ça c'est 119 € pour la version française, et si on veut la version anglaise, c'est 119 € aussi. Non, heureusement, c'est pour ça qu'on a fait sous forme de module, pour éviter d'avoir payé ça 2 fois. 119 €, c'est pour la première langue, qui peut être le français ou l'anglais. C'est, comme je disais tout à l'heure, vous choisissez au moment de télécharger. D'accord. Et la seconde langue est un ajout qu'on fait sur le web et qui se détaille environ 37 €, 38 €. D'accord, donc c'est quand même beaucoup moins cher de prendre une deuxième langue. Très bien. Et par contre, sur iOS, les tarifs sont très différents. Vous êtes plutôt aux alentours de 16-17 € je crois. 15 € pour mobile pour iPhone, Ouais. et 20 €, 14,99 et 19,99 sur Ardoise. D'accord. Donc le logiciel est un peu moins puissant, mais beaucoup moins cher. Voilà. Alors, il y a une particularité dans l'histoire d'Antidote, c'est que vous êtes passé pour iOS 7, je crois, d'une version 1 à une version 2, vous avez repris l'interface et vous avez changé totalement le logiciel. C'était un nouveau logiciel disponible sur l'App Store, donc les utilisateurs de la version précédente devaient repasser en caisse, même s'ils avaient, je crois, un tarif préférentiel sur le moment, je ne me souviens plus. Oui, à moitié prix. Oui. À moitié prix, d'accord. Et vous avez récolté quelques commentaires pas très sympathiques d'utilisateurs sur la version 1, celle qui devenait non pas obsolète mais non mise à jour. Comment vous avez ressenti ça au sein de Druid, et puis comment vous l'avez expliqué et comment vous pouvez éviter que ça se reproduise? On s'y attendait un peu. Les gens, ce qu'on a constaté sur iOS, c'est que les gens détestent payer. Il faudrait que tout soit gratuit. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Druid a toujours refusé de fonctionner avec un modèle de publicité. C'est le modèle d'achat. Vous achetez, on vous laisse tranquille. Il n'y a pas question de vendre votre nom à quelqu'un. Vous n'êtes pas le produit, vous êtes le client. Et ça, c'est la philosophie Apple. La philosophie Apple, nous avons exactement la même. Alors, pour ça, il faut payer. On
pour une fois, c'est fini. C'est le modèle d'Antidote Bureau depuis le début. Donc, il y a des mises à niveau après un certain nombre de temps. On fait plein de mises à jour gratuites pendant longtemps. Dans le cas d'Antidote Mobile, par exemple, ça faisait 5 ans que le produit était sur le marché. Donc 5 ans de mise à jour gratuite. Et puis là, ce qu'il y avait, c'était pas juste un changement d'interface, contrairement à ce que vous avez dit, mais il y avait plein de contenu nouveau aussi. On ajoutait tout le contenu d'Antidote 8 à Antidote Mobile. Donc en particulier le dictionnaire historique, les champs lexicaux, tout ça, on ajoutait tout ça. Et en plus, il fallait tout refaire l'interface pour iOS 7, qui changeait complètement le paradigme graphique. Donc il y avait tout ça ensemble. On dit, bon, c'est le temps de faire une deuxième version. Si Apple nous fournissait un moyen de faire une mise à niveau classique comme on fait sur Mac ou sur Windows, on l'aurait fait. Apple ne le fait pas, donc j'ai créé une deuxième application. Alors comment est-ce que vous avez fait justement pour proposer un tarif préférentiel à vos anciens clients? Tout simplement, on a baissé le prix pendant, je crois, 60 jours de mémoire. Pendant 60 jours. Oui, d'accord, vous avez ouvert une fenêtre de tir où tout le monde pouvait l'acheter moins cher. Voilà. Et on a fait exprès de mettre un message dans l'ancienne édition pour dire venez chercher la version à prix réduit pendant cette année. Donc, pour prévenir tout le monde par le seul moyen qu'on peut, c'est-à-dire les applications. Apple ne nous communique pas les adresses de nos clients d'aucune façon. Donc, on les a communiqués comme on le savait. On a aussi envoyé des infodruides qui est dans le bulletin interne. Donc, on a essayé que tous les gens le sachent et qu'ils puissent venir le chercher le plus vite possible. D'accord. On rappelle qu'Antidote Mac n'est pas sur l'App Store, mais par contre, évidemment, Antidote Mobile et Antidote Ardoise sont sur l'App Store. Alors, les App Store d'Apple sont à la fois des plateformes très performantes et aussi des plateformes qui suscitent beaucoup de commentaires et pas mal de griefs de la part des développeurs. On a un tout petit peu abordé la question de la finance, des tarifs qui sont plus bas sur les App Store iOS. Il y a aussi une autre problématique qui est l'absence de version d'essai. C'est impossible de proposer une version gratuite limitée à 8 jours, par exemple, de fonctionnement comme on peut le faire en distribution web. Vous avez d'autres difficultés, vous rencontrez d'autres difficultés avec les App Store? Non, l'essentiel est la mise à niveau et l'autre est le lien avec le client. Oui, la communication avec le client. Et Apple nous l'interdit pratiquement. Il faudrait le faire de façon volontaire dans le logiciel. Ça nous gêne un peu. On aime bien avoir une relation avec les clients, écouter ce qu'ils nous disent et pouvoir répondre. L'App Store, c'est frustrant. Les clients peuvent laisser des commentaires, on ne peut pas répondre. Donc, souvent, ils ont des questions ou des commentaires ils demandent quelque chose qui est déjà là et on ne peut pas leur expliquer. Ça nous gêne un peu. Ça fait des années que c'est comme ça. Tous les développeurs le remarquent, le déplorent. D'après vous, à quoi ça sert? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on ne répond pas, vous voulez dire? Oui. Pourquoi Apple n'autorise pas les éditeurs à répondre à leurs utilisateurs? Je vous avoue que j'ai espéré que la venue de Tim Cook, ça changerait, mais apparemment, ça n'est pas dans ses priorités. Il faudrait lui poser la question. Très bien. La prochaine fois que je prends un café avec lui, je lui demanderai. Parfait. Merci. Un petit mot sur l'environnement concurrentiel d'Antidote. Alors, en France, je ne pense pas me tromper en disant qu'il y a deux grosses alternatives. D'un côté, Antidote de Druid et de l'autre côté, on a Prolexis. Comment est-ce que le marché se répartit entre les deux solutions et quels sont vos avantages à vous par rapport à vos concurrents? Qu'est-ce qui vous caractérise plutôt? Bonne question. Quand nous sommes arrivés sur le marché, Prolexis existait seulement en version professionnelle qui était quand même assez chère, de l'ordre de 300 €, je pense, plus toutes sortes d'ajouts par-dessus. Nous sommes arrivés à 119, donc on a changé un peu l'équation, avec sensiblement des fonctions similaires. Et nous, dans notre cas, l'intégration de tous les dictionnaires qui était notre nouveauté et nos guides. Depuis, ça c'est plus ou moins comparé, disons. Les choses ont été... C'est des vases communicants. Voilà. Donc, il y a certaines bonnes idées qui ont été reprises. Je pense qu'aujourd'hui, la version en question continue d'exister et est utilisée dans certaines rédactions dotées depuis le moyen temps. Mais fonctionnellement, je pense que le dictionnaire continue d'être un peu plus avancé, mais ça commence à se ressembler. Notre modèle commercial est très simple, il y a une seule boîte, c'est 119 €. Toutes les intégrations sont dans les mises à jour gratuites tout le long de l'édition, qui dure généralement 3 ans, et puis un prix de mise à niveau après 3 ans. Très bien. Est-ce
qu'on attend des nouveautés sur iOS prochainement, des nouvelles mises à jour, des nouvelles versions, quelque chose de... Tout à fait. Depuis que j'utilise l'anglais sur mon Mac, j'ai très hâte de pouvoir l'utiliser sur mon iPhone, comme je le fais déjà pour le français. Alors, on va faire le plus rapidement possible pour porter l'anglais à l'iPhone. D'accord, donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir attendre dans quelques mois. Et je vous préviens tout de suite, ça ne sera pas gratuit. On se le considère comme dit. Merci beaucoup, Eric. Merci. Au plaisir.